ils continuent de s'imposer. Les Gabonais savent ce qu'ils veulent. Si aujourd'hui nous sommes en deuil, depuis 2016, c'est bien parce que quand ils ont annoncé des faux résultats le 31, les Gabonais sont sortis dans la rue. Quelqu'un les a envoyés. Un peuple indolent sort comme ils sont sortis le 31. Mais ce qu'ils ont fait le 31 août 2016, mais ils l'ont fait en 90. Les Gabonais sont sortis en 90. Et avant 90, en 1981, en plein parti unique, en plein pouvoir, on a eu nos pères du Morena. On a eu nos pères du Morena. Moi j'étais en 81, j'avais 10 ans, 9 ans. La marche de la gare routière. Ils ont bravé un régime dictatorial. Ils ont fini en prison, maltraités, torturés. Donc le Gabonais s'est réagi. En 81, on les a arrêtés, on les a torturés. Les Oyonaba et les autres. Mais en 90, ce sont bien des étudiants qui sont sortis dans la rue et le peuple les a suivis et nous sommes arrivés à la conférence nationale et au multipartisme. Donc il faut juste comprendre aujourd'hui, si on a l'impression que le peuple ne sort pas depuis 2016, pourquoi il ne sort pas? Et comment il devrait sortir? Et pour faire quoi? Dans quelle stratégie? Parce que moi je sais, il y a des petits dans le Mapan, ils sont prêts à mourir. Il y a des Gabonais aujourd'hui qui sont prêts à donner leur vie pour que le Gabon change. Ils existent. Ils sont là. Et ils sont plus nombreux qu'on le croit. Et c'est à ceux-là que nous devons parler. C'est à ceux-là que nous devons nous adresser. Et c'est pour ça que la rencontre d'aujourd'hui, moi je l'ai appelée le jour sublime monte. Ça veut dire qu'au-delà de ce qu'on veut nous faire croire, que le Gabon est fichu, le Gabon est fichu, non, il y a un espoir pour le Gabon. Il y a un espoir pour le Gabon parce qu'aucun peuple n'a jamais été dominé éternellement par une minorité de personnes. Ils sont combien? Nous sommes quand même 1 500 000 Gabonais. Ils sont combien les gens qui sont autour dans ce régime et qui pillent notre pays? Même pas une centaine. En 2016, quand Ali Bongo a négocié son départ, parce qu'il a négocié le 28 août au matin, le lendemain de l'élection, il savait qu'il avait perdu. Quand il négocie son départ, il demande qu'on lui donne l'immunité pour 72 personnes. Il veut partir avec 72 personnes. Donc ils ne sont même pas une centaine. C'est simplement que pour l'instant, ils ont les armes. Mais c'est à nous de réfléchir à comment contourner leur violence, à comment contourner leurs armes. Parce que même par rapport aux armes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous savons tous que ceux qui ont tué les Gabonais le 31 et après, ce n'étaient pas des Gabonais. Ils ont fait venir des étrangers, ils ont recruté des miliciens. C'est dire à quel point ils sont prêts à vendre, à brader, à tuer. Juste pour rester au pouvoir. Mais c'est notre pays. C'est notre pays. Et c'est à nous de leur montrer que nous sommes plus forts que vous. Et ce peuple que vous traitez d'indolent, ce peuple va vous régler des comptes. Il va vous mettre dehors le moment venu. Et je crois que ce moment est là. Mais c'est à nous de savoir comment faire. Et il y a des façons de faire pour pouvoir y arriver. Il y a des façons de faire. Ils ont pris notre pays en otage. Ils veulent garder toutes les richesses pour eux. Ils violent nos libertés. Ils utilisent la répression. Ça, c'est juste parce qu'ils ont peur. La répression, c'est parce qu'ils ont peur. Vous savez, il y a un ancien ministre d'Omar Bongo qui m'a dit ceci. Il m'a dit, Madame Blum, vous savez, Omar Bongo avait en permanence peur d'un coup d'État. En permanence. Et je lui ai dit, mais quelqu'un qui a peur d'un coup d'État, c'est parce qu'il sait que sa gouvernance n'est pas bonne. Donc, ils vivent eux-mêmes dans la peur. Et c'est pareil encore aujourd'hui, c'est pour ça que l'armée régulière n'a pas d'armes. Et que les armes sont entre les mains de la GR. Mais même, nous, ce que nous voulons simplement, nous voulons que dans notre pays, on respecte nos droits. Je veux qu'on respecte nos valeurs. Nous avons des valeurs traditionnelles. Les crimes rituels ne sont pas dans nos traditions. Ce n'est pas notre tradition. Le crime, le fétichisme a pris de l'ampleur au Gabon à cause du système en place. Parce que c'est un système qui promeut la médiocrité. C'est un système qui ne valorise pas le travail, qui ne valorise pas la méritocratie, qui ne valorise pas les compétences.
Quand quelqu'un dit « je peux faire d'un chien un ministre et d'un ministre un chien », ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos compétences ne m'intéressent pas. Vos valeurs intrinsèques ne m'intéressent pas. Je fais ce que je veux. Donc, à partir du moment où ce qui est rationnel, parce que les compétences, on les voit, d'accord? La qualité de quelqu'un se voit, les valeurs intrinsèques de quelqu'un, sa droiture, son intégrité, son investissement personnel. Mais quand tout ça ne suffit plus pour te faire progresser dans la société, qu'est-ce qui reste? Il reste l'irrationnel. Et dans l'irrationnel, il y a le fétiche. C'est tout. Il reste l'irrationnel, donc les fétiches pour certains, et d'autres vont aller prier indéfiniment. Certains se jettent carrément dans la prière pour dire ça va m'aider à progresser un peu, et d'autres vont chercher les fétiches. Puisque mes compétences ne suffisent pas pour que le chef me regarde, je vais aller chercher autre chose qui va me faire être agréable aux yeux du chef. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la promotion du fétiche. Eux-mêmes reposant sur des fétiches parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune compétence pour être au poste où ils sont. Depuis le président de la République au Premier ministre, à tous, ils savent qu'ils n'ont pas les compétences. Donc, pour continuer d'être là où ils sont, eux-mêmes, ils font appel aux fétiches. Ils font appel aux fétiches. Donc, si le chef est dans les fétiches, ceux qui ont travaillé au Gabon savent que quand vous êtes compétent, vous êtes l'ennemi de votre ministre. Si vous travaillez dans l'administration, vous êtes son ennemi. La seule façon d'être ami avec lui, c'est de le suivre dans ses fétiches ou dans sa secte. Et vous aussi, de vous dévaluer complètement. Voilà comment ce système a détruit toutes les valeurs de travail. Tous les Gabonais qui travaillent vont vous dire que ça ne sert à rien de travailler, ça ne sert à rien. Tous les efforts que tu vas faire là, ça ne sert à rien. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas mérité leur place. Et donc, ils ont emmené ça. Ils sont les premiers. Comment expliquer que depuis 2009, il y avait des assassinats au moment des élections? Au Gabon, c'était souvent au moment des élections qu'on retrouvait 1-2 corps de temps en temps. Les crimes, c'était les assassinats. Les assassinats, c'était... on savait que c'était la veille des élections. Mais depuis 2009, il y a une association qui est dirigée par Nick Badinga qui travaille sur les crimes rituels. Sacri International. Dans les statistiques de Sacri International, ils disent qu'avant 2009, les crimes, soit les crimes de sang au Gabon à but fétichiste, parce que je préfère les appeler comme ça, ce n'est pas des crimes rituels, des crimes de sang à but fétichiste, il y en avait en moyenne 10 par an au Gabon. Depuis 2009, on est passé à plus de 60 par an. Ça veut dire que l'année a 52 semaines. Il n'y a pas une semaine qui passe au Gabon sans qu'on trouve un corps mutilé. Depuis 2009. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est le hasard? C'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Pour ceux qui nous regardent, c'est la rencontre citoyenne de Paris qui a commencé. Et donc, dans cette rencontre, je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux. Parce que, comme j'ai dit, on a commencé en 2016, on a fait des tournées. Et là, 2017, c'était les compatriotes qui m'invitaient en province pour faire des conférences. Et puis, les rencontres citoyennes que moi j'organise, elles ont repris là en 2018. On a commencé par Nancy au mois d'avril, je crois. En mars-avril, parce qu'on les faisait tous les 3 mois. Ensuite, on est allé à Perpignan en juin, le 30 juin. De Perpignan, on a été à Bordeaux au mois d'octobre. Et là, en décembre, on est à Paris. Donc, comme ce n'est pas toujours le même public, d'accord, donc je vais reprendre un peu les bases de ce que nous partageons, de la réflexion que nous menons. Et donc, nous, tout ce que nous voulons, c'est le bien de notre pays. Nous ne voulons pas autre chose. Nous voulons que notre pays soit bien géré parce qu'il est inconcevable que dans un pays qui a autant de richesses, que les Gabonais soient aussi pauvres, que les Gabonais soient pauvres matériellement, spirituellement, intellectuellement. Parce qu'il n'y a pas que l'argent. Ils nous ont vraiment lessivé le pays. Ils nous ont lessivé le pays à tous les niveaux. Ils font de nous aujourd'hui le peuple dont les gens pourraient se moquer. Mais Dieu merci, grâce à la résistance qui s'est mise en place depuis 2016, quand même, d'autres peuples disent, ouais, on ne savait pas que les Gabonais pouvaient réagir comme ça. Les Gabonais sont des gens bien. Mais ils sont dirigés par une bande mafieuse.
Et donc, il y a le fait de résister. Okay? Résister, c'est le fait de... La dictature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du peuple des sujets soumis, des spectateurs impassibles, résignés, qui ont peur. Mais nous, notre rôle, c'est de les transformer en citoyens. Leur rappeler qu'ils ont des droits, qu'ils ont des devoirs, et que le pays leur appartient comme il appartient à tout le monde. Et que dans ce pays, ils ne peuvent pas être des parias dans leur propre pays. Notre but, c'est de les transformer en acteurs, là où ils sont. Acteurs du changement de leur propre quotidien. Leur dire, vous pouvez changer vos vies, vous pouvez changer votre quotidien. Vous n'êtes pas obligés de subir. Et les faire passer de la peur à une action résolue. Mais on le verra tout à l'heure, résister ne suffit pas. La résistance ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est qu'au niveau des populations, le nombre est important. Mais Abraham Lincoln disait, on peut tromper tout le peuple pendant un temps, une partie du peuple tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Et il dit on peut tromper une partie du peuple tout le temps. Ça veut dire qu'il y a une partie du peuple qui, même quand ce système sera renversé, vous diront qu'ils étaient bien. Donc, cette partie du peuple-là sera toujours là. Il ne faut pas qu'on s'en fasse. Il ne faut pas que ça nous touche en fait, ou qu'on les traite en ennemis. Il y a des personnes qui sont dures, ça fait partie de la lutte. Mais il y a une partie du peuple qu'on ne peut pas tromper tout le temps. C'est avec cette partie du peuple-là qu'on doit travailler. C'est pour ça que quand vous faites la sensibilisation, ne perdez pas du temps à discuter. Il y a des gens qui ne vous suivront jamais. Il y a des personnes qui savent ce qu'elles ont à perdre. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut soutenir ce régime avec le cœur. Ils ne le soutiennent que par intérêt. Sauf s'ils veulent nous dire qu'ils n'ont plus de cœur. Et ça aussi, c'est possible. Donc les gens qui savent que tout ce qu'ils ont, ils ne l'ont eu que parce qu'ils ont fait des courbettes à ce système. Ils ne voient que ce qu'ils ont à perdre. Donc, ils ne vous suivront pas. Mais heureusement pour nous, ceux-là sont minoritaires. Et pour mener une révolution citoyenne, comme dit Jean Sharp, il faut juste 5% de la population. Vous savez, il faut la faire une étude sur l'armée gabonaise. Ils sont combien dans l'armée? Ils sont 80 000 militaires à peu près. 21 000. 21 000, voilà. Oui, on avait vu 21 000 pour le Gabon et 19 000 pour le Sénégal, qui a plus de population. Et dans les 21 000, il n'y a même pas 5 000 qui sont armés. Même Donc, même pas. Ils sont 21 000, tout corps confondu. Donc, imaginez qu'il y a 100 000 personnes dans la rue. Ils font quoi? Même s'ils les ramènent tous, ils ne sont que 21 000. Nous sommes 1 500 000. Donc, bon, imaginez, Libreville, il y a 500 000 habitants. Dans les 500 000 là, nous on met seulement 200 000 dehors. Ils font quoi? Ils sont 20 000. Ça veut dire que même s'ils vivent, et 20 000 c'est dans tout le pays, le temps qu'ils rapatrient ceux qui sont à Franceville, à Mimongo, à Mwanda, Libreville, on l'aura manifesté. Ça, c'est des choses dans la stratégie. Ils vont tirer quelques flashs, ils vont peut-être commencer à tirer, mais ils ne peuvent pas tuer 200 000 personnes. Ils ne peuvent pas. À un moment, il faut arrêter. Alors, vous entendez les gens qui disent, oui, il faut venir toi-même devant. C'est l'enfant de qui va mourir? C'est l'enfant de qui? Hein? Mais moi, je n'ai pas peur de me mettre devant. Mais on arrive. Ne pensez pas qu'on va seulement rester ici là à vous parler par internet. On arrive. Parce que ce régime doit être renversé. On doit leur arracher notre pays parce qu'ils ne reculeront pas et ils ne changeront pas. Et nous avons le nombre à travailler. Nous avons la détermination à travailler. La détermination. Et c'est ça qui les dépasse avec notre résistance, avec notre positionnement politique.
c'est que nous avons une détermination qu'ils ne comprennent pas. Ils ont été habitués aux girouettes, à qui on donne un peu d'argent, ils traversent. Mais ils ne savent pas faire avec une génération d'incorruptibles. Avec une génération qui leur dit on n'a pas besoin d'argent. Moi je le rappelle toujours, ils sont là, ils sont vivants. Ils sont vivants. Ils m'ont approché. Pas comme Moubélé, convoqué en 2015. Aucun de vous ne me connaissait, les Gabonais ne me connaissaient même pas. Ils ont dit, madame, non, le président a besoin de vous. J'ai dit, moi je n'ai pas besoin de lui. Il m'a dit, il faut que vous travaillez. J'ai dit, je ne peux pas. Je vous ai côtoyé pendant 3 ans et pendant 3 ans, j'ai vu que même le vent, vous ne le fondez même pas. Vous n'avez rien à offrir. Il avait un attaché caisse de billets. Il m'a dit, madame, non, votre nom est sur les petits bouts de papier à la présidente. J'ai dit, il faut effacer sur les bouts de papier. J'ai dit, il faut enlever. Il m'a dit, mais dites clairement ce que vous voulez. Je lui ai dit, je veux des écoles pour les Gabonais. Je veux des logements sociaux. Je veux des routes. Je veux ce que vous aviez dit que vous alliez faire dans le plan stratégique Gabon émergent et que vous n'avez pas fait jusque-là. Quand vous serez prêt à faire ça, vous me rappelez. Mais votre argent, je n'en veux pas. Il est là, il est encore vivant. Et je suis partie. Le 11 septembre 2015, quand ils ont mis en place le gouvernement qui devait arriver jusqu'à l'élection, 17h, on m'appelle, madame, dont j'ai dit effacez mon nom. Le 11 septembre 2015, j'ai dit enlevez mon nom. Mais on ne sait pas ce que vous voulez. Pourquoi vous êtes aussi en colère? J'ai dit, je ne suis pas en colère. Et j'ai même dit à la personne que j'avais au téléphone, j'ai dit, ce gouvernement va finir à la CPI. Nous étions le 11 septembre 2015. Je leur ai dit, je ne suis pas intéressée. Enlevez mon nom. Je vous ai déjà dit ce que je veux. Vous n'êtes pas capable de le faire et vous ne le ferez pas. Et je refuse d'être un faire-valoir. Quelqu'un qui va juste venir là pour qu'on dise que non, elle est quand même avec nous, elle est bien. J'ai dit, je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux pas être mélangée à vous. Effacez. Effacez. Il nous faut une détermination sans faille. Une détermination, parce que ça, ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire avec ça. Ils pensent comme eux, ils pensent que comme ils sont corruptibles, comme ils marchent à l'argent, tout le monde marche à l'argent. Que tout le monde marche au poste. Et quel argent? L'argent dans lequel il y a même plein de faux billets qui distribuent pendant les campagnes. Et il nous faut de l'imagination. C'est pour ça qu'on doit s'asseoir et réfléchir. Parce qu'il nous faut de l'imagination. L'imagination pour faire quoi? Pour vaincre l'oppresseur, pour vaincre son armée, tous ceux qui sont avec lui. Il nous faut réfléchir. Comment on fait? Dans notre contexte, avec nos contraintes, avec nos limites, comment on fait? Et si nous nous asseyons pour réfléchir, nous allons trouver des solutions. Nous allons trouver comment les contourner. Parce que leur but, c'est simplement de garder le pouvoir. Et pour garder le pouvoir, il faut que les populations ne soient pas capables de réagir. Et pour ça, quels sont les ingrédients qu'ils ont? Ils ont la corruption, la malgouvernance, le clientélisme pour proposer les postes, et ils utilisent la violence pour créer la peur. Donc si vous leur montrez que malgré leur violence, vous n'avez pas peur, ils ne vous tiennent plus. Ils ne peuvent rien faire contre vous. Ils n'ont le dessus que sur ceux qui ont peur. Parce qu'ils comptent sur la peur pour que nous restions courbés et que eux ils continuent de vivre leur vie. Mais quand nous allons vaincre la peur et que nous leur dirons que tirez sur nous si vous voulez. Parce qu'on joue au jeu du chat et la souris. Je vous dis, ils ne tueront personne. S'il y a une foule de 100 000 personnes, ils ne tireront sur personne. Ils font peur. Ils tirent quand il y a 2 pelés, 3 tondus qui viennent, qui essayent de machiner. Ce qu'ils ont fait en 2016 là. Si on était seulement resté dehors 3 jours de plus, ils n'auraient pas pu. C'est pour ça que le premier jour, ils ont frappé fort pour nous faire reculer dans les maisons. Mais si on avait compris qu'ils nous tapent dessus, premier jour, il y a des morts, mais le lendemain, on repart, le surlendemain, on repart, ils allaient lâcher prise.
C'est à ce jeu-là qu'ils sont en train de jouer. Mais quand ils frappent fort, c'est nous qui plions. Et à chaque fois qu'on plie, eux, ils prennent le dessus. Ils prennent du terrain. Ils prennent du terrain. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso en 2014 quand Compaoré tombe. Les gens pensent peut-être qu'il n'y a pas eu de morts. Si, il y a eu 32 morts. Il y a eu 32 morts au Burkina en 2014, en octobre. Mais sauf que c'était une stratégie. Ça veut dire que quand vous suivez le documentaire, les 10 jours qui ont fait tomber Compaoré, il y a une jeune artiste qui témoigne dedans et elle dit, j'étais là. La balle m'est passée comme ça. Elle a arraché le nez de celui qui était à côté de moi. Elle dit, je l'ai regardé tomber. J'ai foncé. Elle dit, j'ai foncé. Elle dit, le soir, j'étais à la maison. On m'a dit que Compaoré parle à la télé. Elle dit, je suis venue écouter le discours. Quand j'ai écouté son discours, je me suis dit, il n'a encore rien compris. Elle dit, je suis allée masser mes pieds, qui me faisaient mal. Elle dit, demain matin, je retourne. Et voilà ce qui s'est passé. Ils ont tenu 10 jours. Et c'était dans une planification stratégique. Ça veut dire que tout était planifié. On leur disait, vous allez là. S'ils mettent des lacrymogènes, vous passez par ici. Vous vous dispersez comme ça. Mais vous vous retrouvez de tel endroit. Tout était planifié. Ne pensez pas que ça a été fait, qu'ils se sont juste levés son partenaire. C'est faux. Stéphane est là. On a eu une séance de travail avec un gars du ballet citoyen qui nous a expliqué comment ils ont planifié. Celui qui était avec nous, il était chargé de la sensibilisation étudiante. Pendant 2 ans sur le campus, il organisait 4 heures de débat tous les soirs. Jusqu'à créer une université qui... Il a créé une université populaire sur le campus. Et lorsqu'Emmanuel Macron était au Burkina l'année dernière, il y a des images qu'on ne vous a pas montrées. Parce que ce jeune-là, il a rassemblé ces gens. Ils sont allés, pendant que Emmanuel Macron était à l'université en train de parler, il y avait un boulevard Charles de Gaulle au Burkina. Ils ont préparé leurs plaques, les plaques de ville là. Ils ont préparé leurs plaques bien, ils ont mis boulevard Thomas Sankara. Ils ont attendu. Il a rassemblé les étudiants. Il y avait plus de 200 étudiants. Il leur a dit, bon, pendant qu'il est en train de parler là-bas, est-ce que vous trouvez normal qu'au Burkina, nous n'ayons pas de boulevard Thomas Sankara? Non. Mais il y a un Charles de Gaulle, il a fait quoi pour nous? Rien. On va enlever. Il a amené les étudiants. Ils ont enlevé la plaque. Boulevard Charles de Gaulle. Ils ont mis boulevard Thomas Sankara. Jusqu'aujourd'hui, le boulevard s'appelle Thomas Sankara. Et la France a voulu faire changer le boulevard en passant par le président. Le président a dit, mais comment tu veux que j'enlève? Le président a dit que moi, je vais enlever Thomas Sankara. Comment vous venez me mettre de Gaulle? Vous voulez qu'on me tue? Donc ils ont laissé comme ça. C'est ça la citoyenneté. Un étudiant, actuellement, il fait quoi? Il ne peut pas peut-être 2 masters en même temps. Un étudiant, lui, il était chargé de la mobilisation des étudiants. Donc, quand ils ont lancé le mot d'ordre, qu'est-ce qu'il a fait? Il était sensibilisé pendant 2 ans. Donc, ils étaient tellement sensibilisés que quand Compaoré a dit « je veux changer la constitution », on dit « est-ce qu'on va le laisser faire ?» On ne peut pas le laisser faire. Il veut toucher à notre citoyenneté, il veut toucher à notre pays. Les gars avaient fait des repérages. Ils savaient que si on barre cette route-là, les voitures ne peuvent pas nous contourner. Donc, c'est cette route qu'on va barrer. C'est là, non. Tout avait été pensé et réfléchi. Les 2 fondateurs du ballet citoyen, Samska Leja et Smokey. Samska est reggaeman et Smokey est rappeur. Pendant des années, avant Samska avait sa radio, il a sa radio. Donc pendant sa radio, toute sa radio, il faisait de l'éducation citoyenne à travers sa radio. Ils organisaient des concerts pédagogiques, des concerts citoyens. Ils ont sillonné le pays. Et Samska, chaque année, à l'anniversaire de la mort de Sankara, il organisait un match de football entre les reggaeman et les policiers. Et chaque 31 décembre, Samska achetait des boissons et il faisait le tour de tous les postes des points de police, parce que comme c'est le 31, ils font des points de police dans la ville pour assurer la sécurité des gens qui sortent. Lui, il faisait le tour en allant offrir des boissons à chaque poste de police et de militaires, à discuter avec eux, à bavarder avec eux. Ils ont réussi à tisser une relation avec la police, avec les forces de l'ordre, qui fait que quand ils sont sortis dans la rue, vous suivez le documentaire, les policiers leur donnent l'argent pour aller acheter l'eau.
Ce ne sont pas les policiers qui ont ouvert le feu sur eux, c'est la garde républicaine qui a ouvert le feu quand ils se sont approchés de la maison du frère de Compaoré. Donc, ce sont des choses qui se travaillent. Quand ils ont décidé que nous, on va faire, ils ont mis en place une stratégie et ils ont fini par y arriver. Mais leur stratégie était inachevée. On en reparlera parce qu'ils ont travaillé. En fait, ils ont été surpris par les événements. Ils n'imaginaient pas que ça allait se passer à ce moment-là, que ce serait aussi rapide. Parce qu'eux, ils se préparaient pour la prochaine élection présidentielle en se disant, lors de la prochaine élection, on met dehors le régime. Sauf que comme Compaoré a voulu modifier la constitution avant, eh ben, le soulèvement s'est fait parce qu'on le verra dans une révolution citoyenne, il faut un élément déclencheur. Vous pouvez avoir la stratégie, mais il faut un élément qui déclenche. Et l'élément déclencheur est arrivé au moment où, voilà, il n'était pas tout, c'était encore tout à fait ça. Donc, il n'avait pas préparé la prise du pouvoir. Parce que c'est une chose de faire tomber le dictateur, mais c'est autre chose de s'assurer que ceux qui vont prendre le pouvoir vont continuer, vont garder le pays sur le chemin des vraies réformes qui vont renverser le système. Et c'est là où ça a été la limite de leur mouvement, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et donc les politiques ont récupéré, et celui qui est venu au pouvoir était encore était quelqu'un du régime, mais ils sont quand même vigilants sur ce qui se passe. Et donc, nous aussi, nous sommes capables. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Nous sommes capables de construire quelque chose qui renverse ce régime et qui nous permet de construire le Gabon que nous voulons. Moi, j'y crois. Juste, excuse-moi. Justement, cette personne du Burkina nous a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle nous a dit, c'est facile pour nous d'être intègres quand on n'est pas confronté au flot d'argent qui sortent et qui rentrent. Elle nous a dit, c'est étonnant que vous soyez dans ce combat. Parce qu'avec les milliards dont on entend parler dans les rues du Gabon pour corrompre des activistes, c'est pas normal que vous soyez activiste. C'est pas normal. Et il nous dit, ça c'est l'espoir sur lequel vous devez vous appuyer. C'est-à-dire que malgré la corruption généralisée, s'il y a des gens qui refusent la corruption, sachez que vous allez y arriver. On va y arriver. Et moi j'étais scotché. Donc on a vraiment, il faut le comprendre. On ne devrait pas être là. On devrait tous aller chercher des 10 000, des 20 000, manger tranquille. On est en plus en France et manger la sécu tranquillement. Et on est à l'aise. Pourquoi on est là? Et nous ne sommes pas seuls. Et ce jeune homme était assez surpris parce que nous avons fait tout un voyage pour aller quand même travailler avec eux. On a payé nos billets, on a payé nos hôtels, on a loué des salles pour pouvoir travailler avec eux, pour qu'ils nous expliquent un peu comment ça s'était passé, etc. Et ils avaient pensé qu'on avait des subventions ou une aide quelconque. Mais quand ils ont réalisé qu'on payait nous-mêmes de nos poches, ils nous ont dit non les gars. Quand ils ont vu que l'argent sortait en cotisation, que qui a 1000, qui a 10 000. Parce qu'on est en train de cotiser, on nous dit bon, il nous reste encore l'hôtel à payer parce qu'il n'y avait pas que Stéphane et moi, il y avait d'autres avec nous. Ils me disent on est combien là? Bon, mais il nous manque encore l'hôtel. Bon, qui donne 10 000 là? L'autre pose 10 000, l'autre pose 10 000, l'autre pose. Et on a réussi à rassembler les fonds. Ils nous disent mais c'est pas vrai, c'est vous qui avez payé. On dit mais c'est nous-mêmes qui avons payé. On cherche des solutions pour notre pays. On cherche des solutions pour nos pays. Si on nous dit qu'il faut aller au pôle Nord pour aller avoir la connaissance, pour faire quelque chose, on va aller chercher la connaissance. Parce que ça, c'est aussi une limite de notre lutte. Beaucoup veulent s'engager dans cette lutte, mais ne veulent pas s'instruire. Hein? Et ils ont le faux discours de « Oh, il y a les salons feutrés, et puis il y a le terrain. » Mais non! Il faut qu'on s'instruise, il faut qu'on réfléchisse, parce que des actions de terrain qui n'ont pas été préalablement pensées ne vont pas loin. Et si on ne fait que penser sans agir, ça ne sert à rien non plus. Il faut réfléchir à des tactiques. Vous avez déjà vu des militaires sur le terrain qui parlent et il n'y a pas une stratégie militaire qui a été élaborée dans un bureau par des généraux? Vous avez déjà vu ça? Même quand les soldats sont à la guerre, il y a des généraux derrière qui ont pensé la stratégie. Et qui leur disent que si on vous attaque ici, réagissez comme ça, comme ça. Et quand ceux qui sont sur le terrain retournent les informations à l'état-major, qui réajustent la stratégie en fonction de ce qui est sur le terrain. D'où vient qu'on a voulu couper le terrain de la réflexion? On a voulu mettre des barrières entre ceux qui réfléchissent et ceux qui sont sur le terrain. Pire, on a voulu les opposer. Mais c'est servir le régime. C'est servir le régime en place.
Oh non, 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 eux ils veulent seulement réfléchir, il ne faut pas aller là-bas, nous on n'est que sur le terrain. C'est pas possible. On a besoin de réflexion et d'action sur le terrain et de retour pour affiner une stratégie. Sinon, on va pouvoir y arriver. Que fait la dictature face à la loi? Puisque leur but c'est de garder le pouvoir, ils vont instrumentaliser la loi. C'est pour ça qu'on n'a pas de recours. Tout à l'heure, la compatriote qui parlait qui a posé la question par rapport au petit documentaire qu'on vous a montré en off, est-ce que les familles ont porté plainte? Elles ont porté plainte chez qui? Le procureur lui-même qui est déjà venu nier ce qui s'est passé sur leurs enfants. C'est ça le problème. Vous allez porter plainte chez qui? Le procureur vous a déjà dit que rien ne s'est passé. C'est lui qui est censé incarner la loi. Mieux, quand ils veulent même, ils modifient. 3 personnes peuvent s'enfermer dans un bureau et modifier la constitution de tout un pays et ils estiment que rien ne s'est passé. C'est normal. Parce qu'ils instrumentalisent la justice dans un seul but, rester au pouvoir. Ça veut dire que si la loi leur permet de conserver le pouvoir, tant mieux. Si elle ne leur permet pas de conserver le pouvoir, ils la modifient. Simple. Ils ont tout pour ça. C'est ce qui s'est passé. Quand la Cour constitutionnelle s'enferme et décide de modifier, ils s'en foutent. Ils sentent que le pouvoir va nous échapper. Donc, on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas se fier à eux. On ne peut pas partir avec eux sur une base juridique. Parce que même les lois qu'eux-mêmes votent, quand ils se rendent compte qu'elles ne servent pas leurs intérêts, ils ne les respectent pas. Et donc, quel moyen de pression nous avons sur eux? Ils n'ont pas peur de la loi. On nous a dit, oh, il faut aller aux élections. On est parti. Mais Gene Sharp nous dit quoi par rapport aux élections? Il dit que les élections ne sont pas un instrument efficace de changement politique. Elles ne sont que des plébiscites rigoureusement contrôlés pour faire entériner par le public des choix de candidats déjà tranchés par les despotes. C'est valable pour les présidentielles, c'est valable pour les législatives. Quand j'ai vu des gens qui voulaient partir aux législatives, je leur ai posé une question. Je dis, mais vous savez pertinemment que dans ce pays, n'est député que celui que le régime veut qu'il soit député. Il s'asseye et il décide que celui en donne tant, l'autre en donne tant, l'autre en donne tant. Ils ont tous les instruments pour ça. Les élections, en gros, j'ai envie de dire, ne servent en gros à rien. Elles servent juste à donner aux dictatures un visage de démocratie. L'organisation des élections n'est pas une preuve qu'il y a la démocratie. Et Gene Sharp continue en disant, des dictateurs sous pression peuvent parfois accepter de nouvelles élections, mais en les truquant pour mettre en place leurs marionnettes civiles au gouvernement. Les dictateurs ne vont pas se permettre d'organiser des élections qui pourraient les chasser de leur trône. Omar Bongo l'avait dit simplement, non, il a dit on n'organise pas une élection pour la paix. Et ils sont dans ce système. Donc, ils nous ont confisqué les élections. Ils ont tellement confisqué les élections. De 90 à 2018, on est quand même à 28 ans d'élection. Donc, il y a de plus en plus de chercheurs qui travaillent sur les élections. Et cette année, en 2018, il y a un livre qui est sorti, publié par 2 chercheurs de l'université de Yale, donc Nick Cheesman et Brian Klaas. Et le livre s'intitule « How to rig an election ». Ça veut dire « Comment truquer une élection ». Ils ont étudié les élections dans le monde entier. Et notamment, il y a un volet en Afrique, puisqu'il y a certains pays qui sont maîtres pour truquer les élections. Ouais. Et dans la 4e de couverture de leur livre, il a écrit ceci, c'est moi qui ai traduit. Le livre, ils disent, croyez-le ou non, les dictateurs qui organisent des élections survivent plus longtemps que ceux qui ne le font pas. Il y a plus d'élections que jamais auparavant, mais le monde devient de moins en moins démocratique. Le nom du jeu pour les dirigeants autoritaires, c'est apprendre à truquer une élection. Il dit c'est le nom de leur jeu favori. Il dit ceux qui organisent les élections restent même encore plus longtemps. Parce qu'une fois qu'ils ont triché l'élection, ils s'arrogent une légalité, mais pas une légitimité. Et qu'est-ce que les gens vous disent? Moi j'ai fait des rencontres de plaidoyer institutionnel. Mais dans les institutions, on vous dit non, mais il est élu. Votre cour constitutionnelle a validé l'élection, il est élu. Vous leur répondez quoi?
Vous leur répondez quoi? Vous leur dites, mais non, mais vous savez qu'il a triché. Oui, mais les principes de non-ingérence font que nous ne pouvons pas venir nous ingérer dans un pays où les institutions fonctionnent. Vous avez une cour constitutionnelle qui fonctionne et qui a validé une élection. Nous ne pouvons rien dire. Voilà comment ils s'arrosent de la légalité aux yeux du monde entier. Et c'est pour ça que ces dictateurs qui organisent les élections restent plus longtemps que ceux qui n'en organisent pas. Regardez, le monde entier aujourd'hui est contre Kabila, Joseph Kabila. Parce que lui, il a refusé de faire l'élection. Comme il a refusé, tout le monde le prend pour un paria. Mais s'il avait organisé, triché, machin, tout le monde se serait tué. Tout le monde se serait tué. Parce que c'est ce que font tous les autres. Tout le monde sait que ce soit au Gabon, au Cameroun, Congo-Brazzaville, au Tchad, tous trichent les élections. Aucun d'entre eux n'a été élu par son peuple. Ils ont compris que ce que la communauté internationale attend, c'est qu'il y ait des soi-disant élections, transparentes ou non. Le plus important, c'est qu'on leur dise, on a fait. Et puis, on est là. C'est tout. Donc, nous ne pouvons pas continuer à aller indéfiniment aux élections. Parce que les élections ne nous amèneront pas de changement. Si les élections seules suffisaient, on n'aurait plus ce système. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Toutes les élections présidentielles au Gabon, ils n'ont jamais gagné. Oui. Est-ce qu'il ne peut pas avoir la légitimité par le fait de la politique, la chaise vide, les opposants qui ne vont pas et mais j'arrive. sera toujours validé? J'arrive. Mais dans tous les cas, c'est pareil, comme j'ai l'habitude de dire. Mais à la fin de la journée, on est où? Ils avaient dit que non, on ne fait pas la politique de la chaise vide. On va aller remplir la chaise. À la fin de la journée, ils sont où? Ils sont où? La chaise est toujours vide. Ils ont toujours la majorité au Parlement. Sauf que, pour justement se donner un visage de démocratie, au lieu d'avoir seulement 2 ou 3 députés de l'opposition, bon, allez, sur 143, on en prend 25, 30, 40. Mais on s'assure d'avoir toujours la majorité absolue pour faire passer toutes nos lois. Mais c'est pour ça que je vais parler tout à l'heure de la non-coopération. Il ne s'agit pas de boycotter. Il y a ma collègue, sœur et amie Brigitte Améganvi de Togo Debout, de Synergie Togo, qui est passée sur Africa 24, il y a, je crois, la semaine dernière, pour dire pourquoi la société civile togolaise et l'opposition togolaise ne veut pas participer aux élections législatives organisées par le pouvoir dictatorial du Togo. Et le journaliste lui a demandé pourquoi vous parlez de boycott. Et Brigitte a dit, nous ne parlons pas de boycott, nous parlons de non-coopération. Et je vais tout à l'heure vous expliquer la différence. Non-coopération. Ce n'est pas un boycott. Parce que quand vous allez participer à ces élections-là, vous coopérez, vous contribuez à leur donner leur faux visage de démocratie. Il vaut mieux qu'on dise qu'ils étaient seuls à leur élection parce que vous avez dit non, on ne veut plus de mascarade. Mais quand vous y allez, vous leur donnez plus de légitimité et de légalité parce que vous avez joué le jeu. Parce qu'en dictature, ils ont besoin des bons opposants. Ils ont besoin des bons opposants, ils ont besoin de faire croire que c'est une démocratie. Donc, il leur faut les bons opposants qui viennent s'opposer en sachant qu'ils n'y arriveront jamais, mais on aura un petit poste à l'Assemblée, un petit poste au Sénat, peut-être un petit poste de ministre, et puis on va s'opposer un tout petit peu à l'intérieur. Vous pouvez faire quoi si vous n'avez pas la majorité absolue au Sénat, au Parlement? Et pire encore, dans notre cas, nous, ils ont la majorité en tant que PDG, et ils ont la majorité dans ce qu'on appelle l'opposition, puisque c'est la GEV qui est la deuxième puissance de l'Assemblée nationale gabonaise. La plupart des indépendants sont issus de la GEV, si vous ne le savez pas, issus financiers. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'a peut-être même pas une dizaine de ce qu'on appelle l'opposition traditionnelle qui ont eu des sièges, mais tout le reste, c'est des AGVistes. Vous vous rendez compte? Donc on a fabriqué nous-mêmes un système où l'opposition devient la GEV, la majorité c'est le PDG, donc la GEV finalement, et la minorité, c'est des opposants historiques qu'ils ont triés sur le volet, à qui ils ont accepté de donner 1 ou 2 sièges. Juste la participation. Moi, je n'en demande pas, mais le fait qu'ils soient allés participer, c'est tout. Si tout le monde avait fait un blocage en disant ce régime a toujours confisqué les élections et nous n'aurons à aucune élection tant que nous n'avons pas la garantie d'une transparence. Tant que nous n'avons pas la garantie que ces gens-là ne feront pas ce qu'ils ont l'habitude de faire, qu'ils fassent sans nous. Comment empêcher un bonhomme à empêcher? Non, le problème n'est pas de les empêcher. Parce que ceux qui veulent partir, que ceux qu'on a. Il peut donner cette légitimité-là. Mais ils représentent quoi? Non, ils représentent quoi aux yeux du peuple? Justement, il faut éviter de personnaliser le combat, personnaliser la lutte.
Il représente quoi ce monsieur en réalité? Il représente rien du tout. Il représente quoi? Il vaut quoi? Il est parti dans leur gouvernement, ils l'ont même chassé de leur propre gouvernement. Il représente quoi? Est-ce que les instances que vous avez citées là, tout à l'heure prennent ça en compte dans le Mais ces instances-là ne nous intéressent pas. Nous voulons établir un rapport de force avec le pouvoir en place. Le pouvoir en place sait qui a du poids et qui n'a pas de poids. Et nous voulons établir un rapport de force par rapport au peuple, entre le peuple et ce pouvoir. Notre problème, ce n'est pas les gens du dehors. Notre problème, c'est que ce peuple doit comprendre que la force, c'est lui. La puissance, c'est lui. Et que la puissance, ce n'est pas eux. Ni même les quelques personnes qui pensent qu'ils sont leaders d'eux-mêmes. Qu'ils sont les héros, ils sont quoi que ce soit. C'est ça les messages que nous voulons faire passer au peuple. Parce que je reste convaincu qu'une dictature ne peut tomber que si le peuple se met debout. Nos partis politiques gabonais sont des pouvoirs, sont des partis électoralistes. Mais il y a aussi des partis insurrectionnels. Et l'insurrection, ce n'est pas toujours dans le fait de casser, de tuer, de machiner. Je vous dis, si on ne passe pas par une révolution où on met à plat toutes les institutions et on repart sur de bonnes bases, toutes les élections seront volées, confisquées. Leur chef est malade. Le système est toujours entretenu. Le système est là. Ils ont déjà modifié la constitution. Ils sont en train de préparer leur nouveau passage en force. Le temps qu'ils prennent là, parce qu'il ne reviendra pas. Ali Bongo est hémiplégique, il ne parle pas. Donc, ils veulent simplement gagner du temps pour préparer un dauphin. Ou une dauphine, puisque Marie-Madeleine Bourantou va être présidente du Gabon. Elle veut prendre le pouvoir maintenant. Elle a assez fabriqué les rois, elle a assez fabriqué les présidents, mais elle veut se fabriquer elle-même. Actuellement, c'est elle est parmi ceux qui décident de ce qui se passe. Et si nous, on ne fait pas attention, on va se retrouver avec cette personne imposée au pouvoir et nous serons toujours là en train de râler. Donc, il faut pouvoir voir où est-ce qu'on va. Qu'est-ce qu'on veut faire? La communauté internationale, elle n'a jamais fait tomber un dictateur. Elle vient le récupérer quand le peuple s'en est chargé. Et elle est toujours du côté du plus fort. Tant que la dictature aura l'air plus forte, elle sera du côté de la dictature. Le jour où le peuple sera plus fort, elle sera du côté du peuple. C'est comme ça que ça marche. Si le peuple est suffisamment fort et qu'on voit que non, là, les Gabonais ont décidé que c'est terminé, vous entendrez les voix s'élever. Écoutez, le peuple gabonais, ce peuple-là a assez souffert, etc. Mais si la dictature mate et que le peuple se replie, le peuple va se cacher, ils vont dire, au pire, ils ne diront rien. Ils ne vont rien dire, ce n'est pas leur problème. Chacun a ses problèmes dans son pays. C'est pour ça que ces dirigeants africains sont minables. Minables. Parce que pendant que d'autres se battent pour augmenter le niveau de vie de leur population, pour augmenter la richesse de leur pays, eux, ils sont là à opprimer leur peuple juste pour rester au pouvoir, pour que quand ils vont dans les pays des autres, on les appelle Monsieur le Président. C'est quand même ridicule. Depuis 2 ans que ce monsieur s'est imposé au pouvoir, depuis 2016, qu'est-ce qui a changé au Gabon? Oh, ils ne sont que dans les luttes de pouvoir. Toute leur réflexion, c'est comment on reste au pouvoir. Il n'y a pas une école qui est sortie de terre. Il n'y a pas une route digne de ce nom. Il n'y a pas un projet. Il n'y a rien. Les conditions de vie des populations empirent. Les gens continuent de mourir avec des maladies qui ne tuent plus personne nulle part dans le monde. Tout tourne autour de la conservation du pouvoir. Tout ne tourne qu'autour de ça. Mais ça ne développe pas un pays. Confisquer le pouvoir. Ils ne sont pas dans cette logique. Si maintenant vous-même, vous bradez vos propres pays et que d'autres en profitent, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas contre les profiteurs qu'il faut se retourner. Il faut se retourner contre ceux qui leur ouvrent la porte du pays et qui leur disent venez vous servir, en espérant que ce sont ces gens-là qui vont les maintenir au pouvoir. Alors que c'est le peuple. C'est d'abord tout pour le peuple et pas pour eux. Donc, que faire? Moi, je crois à la mobilisation citoyenne. Mais pour mobiliser les citoyens, il faut leur proposer une vision pour l'avenir. C'est pour ça que les messages que nous portons doivent être des messages d'espoir. Pas des messages de rêverie, non.
Leur dire que c'est possible. Le jour sublime monte. Ce pays, nous pouvons le construire. Moi, j'entends les gens qui disent non, moi j'ai envie d'arrêter. Vraiment, quand je vois le peuple gabonais, j'ai même envie d'abandonner. Je dis, moi, même si 1 799 999 abandonne, je serai seul debout à crier. Parce que je sais pourquoi je me bats. Parce que je refuse de voir le Gabon, ce qu'ils en ont fait. Je refuse. Je refuse de me résigner. Je refuse d'abandonner. Je pourrais. Mais il y a des luttes que l'histoire nous impose. Il y a des combats que le temps, que l'histoire nous impose. Et il faut des gens qui acceptent de les mener. Il faut que des gens acceptent de dire, voilà, moi j'y vais. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y croie. Moi, je crois au peuple gabonais. Moi, je crois que le peuple gabonais n'est pas un peuple indolent. Je crois que le peuple gabonais est un peuple de courageux. Mince, vous voyez toutes ces femmes qui élèvent leurs enfants dans les pires difficultés. Moi, j'ai grandi au pont d'Akébé. Ces femmes qui se lèvent à 5h, 4h pour aller acheter le manioc, venir écraser le manioc. Vous savez ce que c'est faire le manioc au bambala que vous mangez? Le manioc au bambala, je vous explique comment on le fait. Mais c'est long. Quand elles ont fini de faire le manioc, elles doivent aller s'asseoir sur la route de 8h le matin jusqu'à 17h pour essayer de vendre quelques bâtons de manioc. Vous pensez que ces gens n'ont pas de courage? Vous pensez vraiment que ces femmes n'ont pas de courage? Ces pères de famille qui élèvent des enfants, combien parmi nous là sont arrivés à l'université avec des pères qui étaient des ouvriers? Avec des mères qui étaient des femmes de ménage? Combien parmi nous? Parce qu'au Gabon, les riches, là, c'est une infime minorité. Mais la plupart d'entre nous qui sommes là dans la diaspora, on sait d'où on vient. Pourquoi on veut tout d'un coup dévaloriser les Gabonais? Il faut juste aller chercher ce courage en eux et leur dire qu'ils peuvent encore le mettre en œuvre pour changer leur pays. On leur a fait croire qu'ils ne peuvent pas, mais ils peuvent. Et ils savent qu'ils peuvent. Mais il faut les mobiliser et leur dire comment faire. Et non pas leur dire allez-y. Le peuple a besoin d'entendre allons-y. Moi en premier, allons-y. On ne dit pas au peuple allez-y. On dit au peuple allons-y. Il faut qu'on se pose des bonnes questions. Un peuple à qui on dit allez-y, faites, ne fera pas. Il ne fera pas. Parce que quand vous dites au peuple allez-y, quand il aura fini, c'est vous qui serez les responsables. Vous serez les chefs de ceux à qui vous avez dit il faut partir. Non. Le chef se met devant et il dit allons-y. Et on va tous y aller. Parce que au Gabon, il y a encore des valeurs. Au Gabon, il y a encore des hommes et des femmes de valeur. Ils existent. Même dans l'administration que l'on croit pourrie là, il y a des martyrs là-bas. Des gens qui refusent de se soumettre à la corruption. Des gens qui refusent de laisser sombrer le pays. Et c'est avec ces gens-là que nous devons y aller. Et il y a toujours cette tentation de la violence. Parce que les gens disent, oui, comme ils nous opposent la violence, nous sommes là devenir violents, il faut qu'on le regarde. Ce n'est pas possible la violence. Si on place notre confiance dans les moyens violents, on choisit le type de lutte que les oppresseurs, dans lequel les oppresseurs ont presque toujours la supériorité. Comme j'expliquais à mon bien-aimé à l'émission de Malcolm Dumafane mardi dernier, vous voulez aller avec les armes contre ceux qui, eux, achètent les armes avec l'argent de tout un pays. Eux, ils les achètent légalement avec l'argent d'un pays. Eux, ils s'entraînent. Ils ont les gens. Donc, vous levez comme ça, là, vous ne savez même pas tenir une arme, et vous dites on va aller avec les armes. On ne peut pas. De façon même pragmatique, comme disait Martin Luther King, que même si la non-violence n'était pas pour moi un principe, mais même de façon pragmatique, on ne peut pas. On n'en a pas les moyens. Ça ne sert à rien. Et c'est leur mode de violence. Et il y a 2 chercheuses américaines qui ont fait une étude sur 323 conflits entre 1900 et 2016.
elles se sont rendues compte que les campagnes violentes ont 26% de réussite, mais moins de 5% de chances de devenir des démocraties stables. On ne va pas réinventer l'eau chaude, hein? Il y en a qui ont déjà pensé. On s'appuie sur leur travail et on voit qu'est-ce qu'on adapte avec chez nous. Par contre, dans les campagnes non violentes, il y a eu 53% de réussite et 40% de chances de rester des démocraties 5 ans après la fin du conflit. C'est ce que leur étude a montré. En ayant étudié 323 conflits dans le monde, donc quand on parle de conflit, on parle de lutte pour renverser les dictatures. Elles ont étudié 323 conflits, elles se sont rendues compte que les campagnes non violentes en réalité réussissent beaucoup mieux que les campagnes violentes. Elles réussissent 2 fois plus que les campagnes violentes et le pays s'installe dans une démocratie pérenne. Parce que ces campagnes-là viennent du fait qu'on a fortifié le peuple. Parce qu'il s'agit de donner au peuple les outils pour que plus jamais personne ne domine sur lui. Il devient vigilant. Ce que j'ai appelé la vigilance citoyenne. Les citoyens deviennent vigilants. Et c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Les citoyens ont été rendus vigilants. Donc quand Compaoré a voulu encore modifier la constitution, ils ont dit que ça là, ça ne va pas passer. Et donc j'ai vu qu'au Gabon, le 31 août, il y a une assemblée nationale vide qui a brûlé. Mais il ne suffit pas de brûler l'assemblée nationale pour que ça change. Les Burkinabés n'ont pas brûlé l'assemblée parce qu'ils voulaient brûler l'assemblée. C'est le contexte, c'est parce que les députés étaient enfermés dans l'assemblée pour modifier la constitution. C'est pour ça qu'ils ont dit, nous on va aller les empêcher de faire ça. Donc ils les ont mis dehors et ils ont brûlé pour qu'ils ne reviennent pas là modifier la constitution. Donc les gens ont pensé que non, il suffisait que dans un pays on brûle l'assemblée. Mais ça ne suffit pas de brûler l'assemblée. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Il y avait une raison derrière. En Égypte, les gens disent, oh non, il nous faut une place symbole pour manifester notre résistance. On choisit un lieu, mais on ne choisit pas le lieu au hasard. En Égypte, ils ont choisi la place Tahrir parce qu'elle était en face du siège du gouvernement et du parlement qu'ils voulaient faire tomber. Ils n'ont pas choisi parce que quand on mène une revendication, il faut viser, on vise la personne, on vise une institution, donc on manifeste par rapport à ça. On ne choisit pas les lieux comme ça au hasard. Même ce qui s'est passé en Égypte a été préparé pendant au moins 2 ans. Cette mobilisation-là, pendant 2 ans, ils ont distribué des tracts, fait des conférences pendant plus de 2 ans. Avant d'arriver au résultat final. Parce que la mobilisation de masse, quand vous voyez les gens dans la rue, là, c'est la finale. Ce n'est pas le début du combat. C'est l'acte final. Avant ça, il y a des choses qui doivent être faites. Donc, il faut qu'on finisse avec cette idée, qu'on enlève de nos têtes cette idée que non, il faut que nous aussi deviennent violents, il faut que nous aussi soient capables de frapper. On ne peut pas. Les gens qui m'ont dit de faire attention à la comparaison systématique entre le cas, par exemple, Burkina Faso. Mais justement, on fait attention à la comparaison, justement, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire la même chose. Je suis en train de dire que les gens ont mal compris parce qu'ils n'ont pas étudié ce qui s'est passé. Moi, quand je parle de ces cas-là, j'ai étudié, je sais comment ça s'est passé, c'est pourquoi je montre les limites. Parce que justement, les gens ont mal copié. Les gens ont mal copié. En copiant mal, moi je connais mes compatriotes, il y en a qui disent non, nous on doit forcément manifester à tel endroit parce qu'il nous faut un lieu symbolique. Mais votre lieu symbolique que vous avez choisi, il fait avancer votre combat comment? C'est pour ça que je compare avec l'Égypte, que eux, quand ils ont choisi ce lieu, il y avait une raison précise. Ils voulaient s'adresser au Parlement et au gouvernement, donc ils sont allés sur une place où le gouvernement et le Parlement, leur siège était en face. Donc quand vous avez choisi votre lieu permet de toucher qui peut faire avancer votre revendication. C'est de ça dont je suis en train de parler. Parce que j'ai entendu aussi des Gabonais me dire, oh ben, au Burkina, l'Assemblée a brûlé, au Gabon, l'Assemblée a brûlé, rien n'a changé. Mais il ne suffit pas de brûler une assemblée, ce n'est pas le but. Le but n'est pas de brûler pour brûler. Le but, c'est de savoir, on va le faire, on est là toute la journée, il y a des ateliers qui sont prévus pour que nous puissions identifier les bonnes actions à mener. On ne mène pas des actions en désordre. Il y en a qui vont vous dire non, mais au Gabon, on a déjà fait la non-violence. C'est faux. Il n'y a jamais eu une stratégie de lutte non-violente mise en place. Le fait que les gens sortent spontanément, ce n'est pas une stratégie.
Parce que si ça avait obéi à une stratégie, on ne serait plus là. Ce sont des réactions. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, c'était un homme politique, je lui parlais de ces questions-là et la personne me dit, oui, mais madame, donc vous voyez, non, le pays est ingouvernable. Je lui ai dit, excusez-moi, mais le pays n'est pas ingouvernable du fait de l'opposition gabonaise. Je dis, je suis désolée pour vous, ce n'est pas le cas. Il me dit, mais comment ça? Je dis, mais moi je vais vous expliquer. Il y a une différence entre une voiture qui s'arrête par les pannes d'usure. On n'a pas changé, on n'a pas fait les vidanges, on n'a pas changé l'huile du moteur. Manque d'entretien. La voiture, le moteur va couler les bielles. Le moteur finira par s'arrêter. Mais ça prend du temps. Il y a une différence avec une voiture qui s'arrête parce qu'elle a été sabotée. C'est celui qui sabote qui décide du jour où la voiture s'arrête. Les pannes d'usure, les pannes d'entretien, ça prend du temps, ça suit son lot. Je dis, ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, ce sont les pannes d'entretien. C'est parce que le régime est défaillant. Ils n'ont pas payé les fonctionnaires. Ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. C'est ça le fait des grèves. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une stratégie de mobilisation derrière. Parce que quand il y a une stratégie de mobilisation, les grèves ne sont pas perlées, ne sont pas indépendantes. Qu'est-ce que j'entends par grève perlée? Aujourd'hui, telle administration grève. Demain, une autre grève. Après-demain, une autre. Vous leur laissez le temps d'éteindre les braises. Vous leur laissez le temps de souffler ici. Mais quand on est dans une stratégie de mobilisation, vous pensez qu'ils peuvent virer tout un ministère? S'il y a un individu qui vraiment le vire. Mais si tout un ministère s'arrête, ou tout un service s'arrête le même jour, ils font comment? Moi, je vais vous raconter. C'était en Équateur. Ils avaient une dictature militaire. Et ils ont voulu faire tomber. Il n'y a pas eu un mort. Des médecins sont rentrés dans la danse. Des avocats. Tout le monde était dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé des arrêts maladie des administrations. Arrêt, tout le monde a un arrêt maladie. Ils ne sont pas hors la loi. Ils sont malades à la maison. Ils sont restés chez eux. Là, on dit que la dictature militaire, si on met les gens dehors, ils vont tirer. Ils ont mis en place une stratégie qui gardait les gens chez eux. Donc, personne n'est allé travailler, ils avaient des arrêts maladie. Les avocats étaient sur pied pour que, s'il y avait une plainte déposée contre qui que ce soit, tout de suite, les avocats résistants entraient en ligne de compte pour venir défendre la personne gratuitement. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les éleveurs? Les éleveurs qui produisaient les œufs. La nuit, pendant que tout le monde dormait, parce que chacun avait son jour d'action. Le jour d'action des éleveurs, ils sont venus déposer devant les ministères des dizaines de milliers d'œufs. Dites-moi, qui marche devant les œufs pour entrer au ministère? Qui va marcher sur les œufs? Personne ne travaillait. Parce que pour aller travailler, il fallait piétiner les œufs. Ceux qui allaient salir les administrations et tout ça. Donc, les gens sont restés à la maison parce que quand ils sont arrivés le matin, ils ont trouvé des œufs devant la porte. Des actions aussi simples. Personne n'a vu quand ils sont venus poser les œufs la nuit. Une autre action qu'ils avaient menée, c'est que pendant la nuit, ils ont demandé à tous les villageois de barrer les routes en mettant les bœufs, en mettant leur bétail sur la route. Ils ont mis les bœufs sur la route. Aucune voiture ne passait. Et ils ont asphyxié la capitale comme ça pendant une semaine. La nourriture n'arrivait plus à la capitale. Et la dictature a fini par démissionner. Le général qui était dictateur a dit, bon écoutez, là vous avez vraiment montré que vous ne voulez pas. Je pars. Mais il n'y a eu personne dans la rue, pas un chat. Parce qu'ils savaient que cette dictature devait les tuer. C'est pour ça que j'ai dit au début qu'il nous faut de l'imagination. Ils ont eu de l'imagination par rapport à leur contexte. Ils ont mené une révolution citoyenne pendant plus d'une semaine sans qu'il y ait une seule personne dans la rue. Sans qu'il y ait une manifestation ni un sit-in quelque part. Oui. Ouais, et les médecins qui ont signé les arrêts maladie, ils n'ont rien... Non, ils n'ont rien eu, c'est un médecin libéral. Non, le régime s'est pas retourné contre. Non, ils vont se retourner contre comment? Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a posé une question une fois qui m'a dit, oui madame, non, les gens ont peur de gréver parce qu'ils ont peur qu'on leur coupe les salaires. Je dis justement, parce qu'ils grèvent en ayant à l'esprit que le régime va rester en place.
C'est normal qu'ils aient peur de la répression. Mais s'ils sont dans un mouvement où ils savent qu'on tient une semaine, on tient 2 semaines et le régime tombe, ils n'auront plus peur de la répression, ils n'auront pas peur. Et j'ai dit à ces personnes que si vous ne voulez pas travailler avec les personnes encore qui travaillent, parce que vous dites qu'elles ont peur de perdre leur salaire, etc. Mais une ville comme Port-Gentil aujourd'hui, c'est une ville sinistrée. Il y a combien de chômeurs à Port-Gentil? Mais qu'est-ce que vous faites de ces chômeurs? Eux, ils n'ont pas de salaire à craindre. Ils n'ont pas de coupure de salaire à craindre. Mais qui va les mobiliser pour qu'ils puissent manifester leur mécontentement? Beaucoup parmi eux ont été licenciés abusivement. Les entreprises ont simplement mis la clé sous le paillasson. Elles ont fui. Ils sont là dans la rue ne sachant que faire. Mais qui va les mobiliser pour leur dire comment manifester leur mécontentement? Parce qu'ils doivent se faire entendre. On a un vivier, on peut mener des actions citoyennes. Mais au lieu de mener ces actions citoyennes, on n'y pense pas. On pense qu'il faut repartir à des énièmes élections. Combien ont mis de l'argent? Il y en a qui ont mis 40, 80 millions pour aller se présenter pour être député dans une dictature. Vous espérez quoi en fait? Et à la fin de la journée, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Mais la même somme d'argent aurait pu être utilisée pour des actions citoyennes, à l'endroit de la mobilisation citoyenne. Et ça aurait été plus porteur. Donc il faut qu'on explore d'autres pistes. Il faut qu'on explore d'autres pistes. L'un des avantages de la lutte non violente aussi, c'est qu'elle nous permet de distinguer les bons des méchants. Elle nous permet de gagner en convertissant les autres à notre cause. Parce que quand vous êtes non violent, vous convertissez plus facilement les gens à votre cause que quand vous êtes violent. Moi, j'ai vu la marche qu'on a faite à Montpellier l'année dernière. C'était une super marche. On est arrivé au moment où il y avait la braderie dans la ville de Montpellier. On est arrivé sur des espaces où il y avait plein de gens. On avait des banderoles. Les gens chantaient. Et les Français se sont attroupés pour écouter les gens chanter. Et c'est là que j'ai pris la parole pour leur dire cette manifestation que vous voyez qui a l'air si festive, en fait, elle dénonce un drame. Et c'est le drame du peuple gabonais. Et voilà. Mais à la fin, les gens venaient me voir pour dire, madame, est-ce qu'il y a une organisation à laquelle on peut adhérer? Est-ce qu'on peut cotiser quelque part? J'ai même des organisateurs que regardez, on est sortis là, on n'a rien à leur proposer. On aurait pu leur proposer, voilà, il y a une cagnotte sur laquelle vous pouvez cotiser, on a un petit coffre, vous pouvez nous donner. Il y a même une maman, une vieille femme qui est venue me donner 2 €, qui a dit, je veux contribuer à votre combat, j'ai 2 €. Donc les gens sont sensibles quand on leur parle. Mais derrière, par exemple, on a fait des organisations, par exemple, on a fait des marches, mais on ne sait pas ce qu'on gagne derrière la marche, à part le fait qu'on a marché. C'est quoi l'objectif de notre marche? On a marché, c'est tout. On y va. On n'a pas de pétition papier qu'on pourrait faire signer. On n'a pas de tracts à distribuer. Une fois qu'on a fini de marcher, les gens ne savent même pas où nous retrouver. On ne leur donne aucune information sur notre combat. En fait, on marche pourquoi? Parce que si on marche pour toucher l'opinion publique française, on doit poser des actes au-delà de la marche. La marche, c'est pour aller au contact des gens. Donc, on doit leur laisser quelque chose qui nous permet de garder le contact avec eux pour continuer d'échanger, pour voir dans quelle mesure ces gens peuvent contribuer à notre lutte. Et comment ils peuvent contribuer. C'est pour ça qu'on doit pouvoir marcher, c'est pour ça qu'on doit faire des sit-ins. Mais ce n'est pas simplement que ça devienne le divertissement du samedi après-midi. Donc même ça, c'est de la stratégie. C'est de la stratégie. On doit pouvoir dire que pour telle marche, on a touché tant de personnes, on avait cette pétition-là, nous avons encore des prisonniers politiques au Gabon, s'il vous plaît, dont personne ne parle plus. Personne ne réclame leur libération. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais on peut aller à une marche avec une pétition en disant « Nous avons encore des prisonniers politiques au Gabon, aidez-nous à signer cette pétition pour réclamer leur libération. » Et ça nous permet de saisir des organismes de défense des droits humains et leur dire « Voilà, il y a moyen de mettre une pression sur ce gouvernement qui libère au moins les prisonniers politiques. » Voilà ça à quoi peuvent servir les marches et les sit-ins. Ça peut être un objectif. Il faut que ce soit un objectif. À Montpellier, on est en chaque
signer des pétitions. Il y a une gros livre comme ça, tous les jours. Et les gens viennent signer. On a une panier qu'on dépose. Et on avait essayé une fois en disant qu'on a un dictateur dans notre pays. Et on cherche un sniper pour descendre de ce dictateur. Mais les gens venaient mettre de la frappe. Ah oui, oui. Et depuis là, ils viennent dans ce panier-là à chaque fois. Vous êtes des habitués des rencontres citoyennes. Mais les premières marches, c'était pas comme ça. Ça, c'était la stratégie. Après, oui, après ça, oui. Après les rencontres citoyennes. Donc, merci. Donc, les rencontres citoyennes servent à quelque chose. Ça sert à orienter le. Voilà. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de donner des idées pour rendre plus efficaces nos mobilisations. Ouais. Donc, c'est ça le travail. Et donc, les avantages de la lutte non violente, c'est que ça permet aussi de construire des identités de groupe et de créer de nouvelles communautés dans l'espoir qu'elles atteignent une masse suffisante pour faire graviter les gens en direction de notre cause. Donc, c'est ça le but. Et Martin Luther King disait qu'il y a plus de pouvoir dans des masses socialement organisées dans une marche qu'il n'y en a dans les armes aux mains de quelques hommes désespérés. Nos ennemis préféreraient avoir affaire à un petit groupe armé plutôt qu'à une énorme masse de gens désarmés mais résolus. C'est ça qu'il nous faut. Susciter cette masse de gens désarmés mais résolus. Ils veulent la lutte armée parce que là-dessus, ils sont les plus forts. Ils ont les armes, ils ont tout. Ils savent que si on va dans le domaine de la violence, ils nous tuent. C'est pour ça que quand il y a des manifestations, qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes infiltrent des casseurs. Pour que quand leurs casseurs vont commencer à lancer des pierres, cette soi-disant violence va justifier leur violence en retour disproportionné. Ça aussi, on doit le savoir. Tout ça, c'est dans la stratégie. Eux, ils ont des stratégies. Ceux qui ont marché le 31 août dernier vous diront que parmi les manifestants, il y avait des gens du pouvoir qui se sont retournés, ont commencé à poignarder les manifestants. Ils étaient au milieu d'eux. Et parfois, souvent, c'est eux qui commencent à jeter les pierres contre les forces de l'ordre pour susciter la réaction violente. C'est pour ça que, je ne sais plus dans quel pays on en parlait, quand ils ont su ça, ils ne faisaient plus de marche, ils faisaient des sit-ins assis. Il y avait un service d'ordre qui encadrait la marche et qui faisait asseoir tout le monde. Parce que quand tout le monde est assis, personne ne peut jeter une pierre. Donc, les casseurs que le pouvoir avait infiltrés dans leur marche ne pouvaient plus agir. Ils ne pouvaient plus être les premiers à déclencher la violence pour qu'en retour, on leur mette des gaz lacrymogènes. Donc, vous voyez que c'est juste de la réflexion. Ils ont compris que le régime nous infiltre, ils mettent des casseurs dans nos mouvements pour qu'ensuite, quand il y a la casse, ils nous tirent dessus. Nous, on va les contourner, on ne marche plus, on n'est plus debout, on arrive à une place et on s'assoit. Tout le monde est assis par terre. Et là, le régime est contourné. Et donc, Martin Luther King, c'est lui aussi qui disait qu'il était allé en Inde. Donc, quand il est allé en Inde, il a rencontré le Mahatma Gandhi. Et ça a beaucoup changé sa vie, ça a changé sa façon de lutter. Il était déjà résolu à lutter. Lui, qui était un pasteur protestant, quand il va en Inde, il rencontre le Mahatma Gandhi, qui a écrit un livre qui s'intitule Jésus-Christ et moi. Et le Mahatma Gandhi lui explique comment, sur la base du message de Jésus-Christ, il a développé sa stratégie de lutte non violente. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand Martin Luther revient en Inde, de l'Inde, c'est là qu'il commence lui aussi à organiser les grandes marches, en fait. Et il écrira que depuis que je suis en Inde, je suis plus convaincu que jamais que la méthode de résistance non violente est l'arme la plus puissante disponible pour les peuples opprimés dans leur lutte pour la justice et la dignité humaine. C'est en Inde qu'il a compris ça. Et quand il est reparti aux États-Unis, il a décidé lui aussi de mobiliser les masses pour résister, pour réclamer la justice et la dignité humaine. Donc on n'a vraiment pas besoin de la violence. Il faut juste qu'on sache c'est quoi la lutte non violente et comment est-ce qu'on peut arriver. Et donc notre pays a besoin d'une révolution. Et donc la révolution, c'est au-delà d'un simple changement de régime. Ça va beaucoup plus loin. Et je disais que une résistance n'entraîne pas toujours une révolution, mais le Gabon a besoin de changements profonds et rapides. Le Gabon a besoin d'une révolution. On peut changer de régime sans avoir la révolution. Parce que la révolution, c'est des changements profonds qui vont dans les valeurs que les gens prônent.
qui vont dans la manière dont les gens se comportent, la manière dont ils conçoivent leur citoyenneté, la manière dont ils conçoivent leur pays, la manière dont ils conçoivent l'exercice de leurs droits et de leurs devoirs, parce qu'on n'a pas que des droits, on a aussi des devoirs vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis de nos compatriotes, on a des devoirs, tout comme le pays aussi a des devoirs vis-à-vis de nous. Et ça, c'est important. Et donc, je voulais nous parler un peu rapidement de la lutte non violente et donc ce qu'on appelle la force sans la violence. Parce que souvent, on pense que, et je vais commencer par quelques idées fausses, parce que souvent les gens pensent que la violence agit plus vite, alors que la lutte non violente est réputée prendre beaucoup de temps. Mais ces deux croyances sont erronées. La lutte non violente est souvent perçue comme faible, alors qu'elle peut être très puissante. Elle peut paralyser et même désintégrer des régimes répressifs. Les gens pensent souvent que la lutte non violente ne requiert pas de chef charismatique. C'est faux. Non, nous, notre mouvement n'a pas de chef. Mais ceux qui vous disent que le mouvement n'a pas de chef, en réalité, dans leur tête, c'est eux les chefs. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de chef là, regardez comment ils fonctionnent. En réalité, ils estiment que c'est eux les chefs et ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre vienne prendre une place qu'ils estiment être la leur. C'est ça le fond de leur discours. Parce que quand vous allez voir, ce sont eux qui organisent les choses. Vous dites qu'il n'y a pas de chef, mais en vertu de quoi c'est vous qui décidez de qui parle et de qui ne parle pas? C'est que c'est vous les chefs. C'est aussi simple que ça. Et donc, la lutte non violente, comme toutes les luttes, on a besoin de leaders, de personnes dans lesquelles on reconnaît qu'elles peuvent nous permettre d'avancer. Et la lutte non violente s'observe dans toutes les civilisations humaines. Donc, vouloir faire croire que non, les Japonais, ça ne peut pas marcher avec eux, c'est pas possible, ils ne sont pas là pour ça, etc. C'est pas vrai. Ça, c'est bon pour tout le monde. La lutte non violente ne présuppose pas que ceux qui la pratiquent adhèrent à certaines croyances religieuses ni à des croyances spécifiques. Même s'il est arrivé que cette lutte ait été employée pour des raisons religieuses, mais ça n'a absolument rien à voir. Les autres idées fausses, c'est que la lutte non violente se distingue de la non-violence définie comme un principe philosophique ou éthique. Il s'agit d'un phénomène tout à fait différent. Et cette distinction doit être claire. Il y a le fait d'être non-violent, dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas non-violent, mais il y a le fait de mener une lutte non-violente. Là, je me bats pour une cause qui est plus grande que moi et je décide d'utiliser des stratégies non-violentes. Donc, c'est pas la même chose. Et donc, souvent, on considère que la lutte non-violente ne peut être efficace que si elle est utilisée contre les institutions démocratiques ou humanitaires. Mais c'est faux. On vous dit souvent, vous voulez faire la lutte non-violente, mais le Gabon n'est plus une démocratie, c'est en démocratie que ça marche. Non. Non, non. C'est justement nous qui en avons besoin pour renverser ces régimes dictatoriaux. Et donc, certaines personnes et certains groupes tiennent également à qui que la non-violence n'est efficace que dans la mesure où elle parvient à amadouer les oppresseurs. Notre but n'est pas de les amadouer. Notre but est de les chasser. Et donc, pour qu'on réussisse la lutte non-violente, nous devons avoir une capacité à défier l'agresseur. Et nous devons être capables de retourner contre lui les effets de sa répression. Ça part de là. Si on n'est pas prêt à défier le pouvoir, on ne peut pas rentrer dans une lutte non violente. Ça part de la défiance. Si on se soumet aux lois, à la dictature, parce que c'est comme ça que ça marche. On doit aller là où on nous a interdit d'aller. Lorsqu'on nous dit qu'on doit marcher, si on nous interdit, c'est là même qu'on doit aller. Il faut être prêt à défier le pouvoir. Et donc, il faut aussi la capacité à saper et à rompre les sources du pouvoir contre lesquelles on lutte. On aura un atelier sur comment les sources du pouvoir, les identifier et comment les saper. Bon, là, il n'y aura plus la vidéo. Et donc, les caractéristiques et les méthodes de lutte non violente, il y a 3 types d'attitudes. Il y a les protestations symboliques, il y a la non-coopération politique et il y a les interventions et perturbations actives. Ce sont des attitudes. Les protestations symboliques, on proteste. Il y a la non-coopération politique, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, que les gens n'arrivent pas à adopter dans nos pays. Refuser de coopérer. Ce n'est pas un boycott comme une personne qui boude parce qu'un enfant qui boude parce qu'il n'a pas eu les bonbons. Non,
Ce n'est pas de la bouderie. Ce n'est pas simplement dire qu'on ne part pas à l'élection et derrière on ne fait rien. C'est une stratégie de non-coopération. On sait que la dictature a besoin qu'on coopère. Elle a besoin que des gens jouent les opposants. Elle a besoin que des gens viennent participer à ces fausses élections. Elle a besoin de ça pour continuer à exister. Et on refuse de lui servir ça. On dit, nous ne saurons pas se faire valoir. Nous refusons. Parce qu'à la fin de la journée, on connaît le résultat. Vous allez dire que vous avez gagné. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. À un moment donné, il faut rompre avec le cycle des élections volées. On doit rompre avec ça. Et donc, pour ce faire, il faut pouvoir planifier. Tout comme une lutte militaire efficace requiert stratégie, planification et mise en œuvre recherchée, l'action non violente tire aussi son succès d'une parfaite organisation stratégique. Et dans la stratégie nous permet d'utiliser au mieux les ressources et la puissance dont nous disposons. Ça nous permet de prendre en compte l'état présent, c'est-à-dire un objectif non atteint. Voici notre situation aujourd'hui. Et ça nous permet de viser l'état futur. Qu'est-ce qu'on veut? Tout ça est dans la stratégie. Donc, ça permet de prévoir au plus près les étapes qui permettront le plus sûrement de passer de la situation présente à la situation future avec les changements souhaités. Ça fait qu'on ne pose plus les actes par émotion, mais tout ce qu'on fait est calculé et même anticipé. Parce qu'on est dans une lutte où eux ils font, nous on réagit. Eux ils font, nous on réagit. Eux ils font, nous on réagit. Donc en réalité, c'est eux qui mènent la danse. Mais on doit renverser la tendance. Nous on doit faire et eux réagir. Mais pour ça, il nous faut la stratégie. Il faut qu'on sache ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Okay? Et donc, l'importance de la planification. Pourquoi il nous faut planifier? Parce que le fait de planifier, d'adopter des stratégies intelligentes, ça accroît les chances de réussite. Et ça permet de mener une action intégrée dans un plan qui permet de concentrer ses forces et ses actions en direction du but visé. On doit concentrer toutes nos forces et toutes nos actions dans un but. C'est pour ça qu'on n'a pas le temps des clashs. C'est pour ça qu'on n'a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour ça, franchement. Il y a des choses qui ne traversent même pas ma pensée. Comme je dis souvent, moi je n'ai pas beaucoup de force, je n'ai pas beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je choisis mes combats. Parce qu'avoir du courage et de la bonne volonté ne signifie pas qu'il faut se battre pour tout et n'importe quoi. Parce que quand on se bat pour des futilités, c'est de la stupidité. Ce sont les personnes stupides qui se battent pour des futilités. Les personnes intelligentes choisissent de mettre leur force et leur intelligence dans les vrais combats. Moi, je n'ai pas beaucoup de force. C'est pour ça que j'essaie de les concentrer sur les combats qui me paraissent les plus utiles. Et là, le peu que j'ai, je mets tout dedans. Ça m'évite de me disperser dans des choses futiles. Et ça, c'est parce qu'il faut planifier. Et donc, la planification peut se concentrer pour servir les objectifs que l'on vise ou bien aggraver les faiblesses de son ennemi. Et le nombre de victimes et toute autre perte peuvent être considérablement réduits. Et les sacrifices consentis peuvent l'être de manière beaucoup plus efficace. Parce qu'on a réfléchi. Je vous ai pris plusieurs exemples tout à l'heure. En Équateur, ils ont dit la dictature va nous tuer. On met en place une stratégie qui fait que personne dehors. Il fallait y penser quand même, déposer des œufs devant l'entrée d'un ministère pour empêcher les gens d'aller travailler. Il faut y penser. Mettre des bœufs pour barrer les routes. S'ils veulent tuer, qu'ils viennent tuer les bœufs. Et les gens sont chez eux. Parce qu'ils ont réfléchi. Et donc les chances de succès d'une campagne d'action non violente vont être multipliées si on arrive à mettre en place une stratégie pour pouvoir y arriver. Par contre, les obstacles, c'est que certains croient naïvement qu'il suffit de déclarer leurs objectifs haut et fort et puis tout va se faire. Hein? D'autres pensent que s'ils restent fidèles à leurs idéaux, non, moi je suis fidèle à mes idéaux. Hein. Ils témoignent leur adversité au pouvoir. Ils font le maximum. Les choses vont changer. Non. C'est pour ça que j'ai dit ça à Bordeaux que la lutte pour notre pays, c'est un engagement personnel pour des actions collectives. Tu peux continuer seul dans ton coin à détester le régime, à vraiment les t'énerves. Mais tant que tu es seul dans ton coin, c'est pour ça que j'ai choisi d'aller vers les Gabonais. Leur dire venez,
venez. Mais ne venez pas pour suivre Laurence, non. Parce que si vous me suivez, je ne vous mènerai nulle part. Moi, j'ai rien, j'ai pas d'argent. J'ai rien du tout, j'ai que mes convictions et mon amour pour le Gabon. Mais vous devez avoir vos propres... Je veux ceux qui partagent mes convictions pour le Gabon, mon amour pour le Gabon. On a ça en commun et on voit ensemble ce qu'on peut faire pour notre Gabon. Parce que les Gabonais ont aussi été trop habitués avec des suiveurs. C'est comme ça que les politiques fonctionnent. On suit celui qui a l'argent, celui qui a la mallette. Et c'est lui qu'on suit. Mais nous, notre révolution, là, vous ne pouvez suivre personne. Nous, on n'a pas l'argent. Moi, je n'ai pas l'argent. Il n'y a pas. Pour payer la salle, là, il y a eu les cotisations. Tout le monde s'est cotisé. Tout à l'heure, on va servir un repas. Tout le monde s'est cotisé. Chacun qui est venu d'ici, ceux qui sont venus de Lyon, de Chartres, de d'où ils sont venus, chacun est venu à ses propres moyens. Et c'est ça la force de notre combat. Nous suivons nos propres convictions et nous y mettons nos moyens. Et donc, personne ne peut nous acheter, personne ne peut nous arrêter. Et donc, il y en a aussi d'autres qui se laissent distraire par leur objectif principal en se concentrant plutôt sur des aspects secondaires de la lutte, comme je disais tout à l'heure, comme répondre aux attaques répétées de leurs opposants ou agir avec passion pour des actions de court terme. On n'a pas le temps pour ça. Et il faut savoir, si c'est une action de court terme, il y a une quantité d'énergie qu'on y met. On garde l'énergie pour des actions à long terme. Donc, il faut s'asseoir. Ne pas se laisser distraire de l'objectif principal en se concentrant sur les objectifs secondaires. Vous avez déjà vu un athlète, il est en train de jouer au tennis, là, il joue. Il est là, il est en finale, et puis on l'insulte dans les tribunes, il arrête d'abord pour aller répondre qui m'a insulté. C'est arrivé. Ou bien Usain Bolt, il est en train de faire son 100 mètres, la finale des Jeux Olympiques, et puis quelqu'un l'insulte là-bas, et puis il quitte, il va là-bas se battre, et puis il revient faire la course. La course sera finie. La course sera finie, il aura perdu. Non, il faut qu'on arrête de se laisser distraire. Ce pourquoi nous nous battons ici est très important. Vous avez vu la vidéo qu'on vous a montrée en off. Nous travaillons contre, nous levons contre un régime qui tue les Gabonais, pour qui les Gabonais n'ont aucune espèce de valeur. Donc on ne peut pas se permettre de jouer avec ça. Et puis, on peut aussi se concentrer du temps à élaborer une stratégie ou à rechercher diverses stratégies alternatives qui pourraient aider à mener à bien notre objectif. Okay? Et il faut aussi reconnaître que parfois les gens n'élaborent aucune stratégie parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne croient pas que la victoire est possible. Nous devons être convaincus que la victoire est possible et que cette victoire c'est maintenant. Et que si réellement nous nous levons, on va y arriver. Vraiment, si je peux communiquer cette détermination, si je peux communiquer cette conviction aux Gabonais, nous pouvons changer les choses. Vraiment, on peut le faire. Et donc, il y en a qui se voient aussi comme de faibles victimes démunies, donc face à des forces invincibles. Hein? Donc, ils disent, madame, ils ne nous donneront jamais le pouvoir. Mais quand on dit qu'on veut qu'ils nous le donnent, on vient l'arracher. Mais ils ne vont pas nous laisser faire, mais on sait, ils sont prêts à nous tuer, nous sommes prêts à mourir. Donc, il n'y a pas de problème, on va se rencontrer quelque part sur le chemin de la mort, il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour venir, on n'est pas des pauvres victimes faibles qui mendient quelque chose. Ouais? Et ça, c'est important de changer d'attitude. Et donc, avec ce genre de pensée, on ne va même pas essayer de planifier la lutte. On ne va même pas essayer. Et c'est le but de la dictature, nous dire que nous ne pouvons pas. Et donc, on n'essaye absolument rien. Par contre, si on met en place notre stratégie, si on n'a pas de stratégie par contre, les chances de réussite sont gravement réduites et parfois annihilées. Et qu'est-ce qui se passe? Les forces des militants sont gaspillées et leurs actions deviennent inefficaces. Et on a l'impression que certains sacrifient leur vie pour rien et la cause n'avance pas. Et ce sentiment commence à gagner beaucoup de compatriotes. On a l'impression qu'on fait les mêmes choses, qu'on n'avance pas, qu'on tourne en rond, qu'on met notre argent. J'entends certains qui disent, moi je pars de province tous les samedis, je viens à Paris, jusqu'à quand je n'en peux plus. Ben, les gens se sentent un peu perdus parce que toute leur force, tout leur investissement ne rentre pas dans une stratégie globale où on sait où on a commencé et on connaît les étapes jusque là où on veut arriver. Et donc l'incapacité à s'organiser stratégiquement risque de compromettre les chances de réussite de l'objectif poursuivi. L'émotion nous a porté pendant 2 ans. Maintenant, il faut la stratégie. Sinon, on le voit, le nombre de manifestations se réduit. Comme peau de chagrin, il y en a de moins en moins. Et ça va continuer comme ça et les gens vont retourner s'enfermer chez eux. Et ils vous diront, moi j'y ai cru. Moi j'ai rencontré des Gabonais qui m'ont dit, oh en 90, moi j'étais dehors. J'ai brûlé les barricades.
Dis non, maintenant c'est votre tour. Moi j'ai fini. On ne peut pas finir tant que ces gens sont là. Nous ne finirons que quand ils seront partis. On ne peut pas dire moi j'ai fait hier, aujourd'hui je ne fais plus. Parce qu'en réalité, tout ce qui a été fait ne rentrait pas dans une stratégie. Donc si on n'arrive pas à établir une stratégie claire, ben, l'énergie des activistes va être détournée vers des objectifs mineurs et ça va être utilisé de manière inefficace. Les occasions de faire avancer la cause vont nous échapper. On va avoir des opportunités, mais elles vont nous échapper parce qu'on n'aura pas planifié. Et parce qu'on va se tourner vers des futilités. À chaque fois qu'il y a eu des occasions, ils ont modifié la Constitution en janvier, ça aurait pu être une occasion de mobilisation, on est passé à côté. Là encore, ils sont en train de la modifier, leur chef a disparu, mais on n'est pas suffisamment mobilisé et vraiment, nous ne devons pas passer à côté de cette occasion. Nous tenons là une occasion de renverser à jamais ce système. Parce qu'ils sont pris de court. Ils n'imaginaient pas que ça allait arriver. Et donc, il faut que nous, notre stratégie derrière nous permette de saisir cette occasion et de faire ce qu'il y a à faire. Et donc, quand il n'y a pas de stratégie, ce que j'ai dit tout à l'heure, le cours des événements est laissé à l'initiative de l'oppresseur. C'est lui qui fait, nous on suit. Il fait, nous on suit. Et la faiblesse des résistants va augmenter et ça va entraver la réalisation de l'objectif. Okay? Et donc, les efforts mis en œuvre pour atteindre l'objectif auront très peu de chances d'être couronnés de succès si on n'a pas de stratégie derrière. Et donc, il nous faut mettre des stratégies en place. C'est quoi la stratégie? Il faut choisir une stratégie. Pour choisir une stratégie intelligente, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut déterminer précisément le contexte dans lequel la lutte doit être menée. Il nous faut identifier la nature de la différence de la situation présente et celle qu'on veut atteindre. Il nous faut évaluer les obstacles qui peuvent gêner la réalisation de l'objectif et les facteurs qui peuvent la faciliter. Voici le travail que nous faisons dans les rencontres citoyennes. On s'assoit, on a notre contexte. C'est quoi notre contexte aujourd'hui? On identifie la nature des différences entre ce qu'on est aujourd'hui, où est-ce qu'on veut aller, et on évalue les obstacles. Quels sont nos obstacles? Nous sommes ici en France, les autres sont au Gabon, il y en a d'autres dans le monde. Ça peut être un obstacle, mais comment on le contourne pour pouvoir depuis ici être efficace, être en relation avec ceux qui sont au pays et être suffisamment efficace pour que les choses bougent là-bas. On peut le faire. On vous a montré une vidéo en off de ce qu'on arrive à faire depuis ici pour là-bas, en étant là-bas. Et il y a plein d'autres choses dont on ne peut pas parler pour le moment en live. Mais il y a des choses qui se font. Et je vous dis, il y a des gens au Gabon qui n'attendent que ça pour se mettre en mouvement. Et ça nous permet aussi donc d'estimer nos forces et les faiblesses. Ok? On estime nos forces et nos faiblesses, mais on estime aussi les forces et les faiblesses de l'ennemi, de l'adversaire. Quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? Quelles sont les faiblesses et les forces du groupe de résistants auquel on appartient? Des tierces parties qui seraient susceptibles d'aider ou de gêner la lutte. Tout ça, ce sont des réflexions qu'on mène. Quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? Sur quoi on peut se baser? Comment utiliser nos forces? Comment remédier à nos faiblesses pour être beaucoup plus efficace? Donc, comment affaiblir l'adversaire là où on doit l'affaiblir? Et comment se servir de ces faiblesses qui existent déjà pour atteindre l'objectif qu'on se fixe. Et donc, on doit pouvoir choisir un plan de réalisation parmi les options existantes ou en élaborer un entièrement nouveau. Okay? Comme disait l'autre, on peut s'inspirer. Mais si ça ne cadre pas avec notre contexte, on ne copie pas, on s'inspire et c'est à nous d'élaborer un plan, même s'il est entièrement nouveau, même si ça n'a jamais été fait nulle part. Mais si c'est ce qui nous convient, on le met en œuvre. Et nous aussi, on va servir d'exemple. Tu diras, pardon? C'est ça l'imagination. Il faut qu'on fasse tourner notre imagination. Et donc, ça va nous permettre de mettre au point un plan d'action général qui détaille les actions à mener à plus petite échelle, les méthodes d'action spécifiques à utiliser dans le but de servir l'objectif principal. Ok, j'ai mis par exemple quelles actions localisées ou de courte durée doivent être organisées en vue de servir la stratégie définie à un plan plus général. Donc on peut partir des actions locales, des actions plus spécifiques, mais on sait qu'elles rentrent dans un tout parce que voilà là où on veut arriver. Ok. Et donc la dictature repose sur 3 piliers: les institutions, l'économie, le peuple.
Ok? Démocrature, c'est pour dire que c'est une dictature qui organise les élections. Dans les institutions, vous avez la Cour constitutionnelle, vous avez l'armée, vous avez tous les gens là. J'entends souvent les gens dire oui, mais les Gabonais, on n'a pas l'armée avec nous. Si on n'a pas l'armée avec nous, ça va être compliqué. Les autres avaient l'armée. On n'a pas toujours besoin de l'armée. Je vous ai pris l'exemple en Équateur, c'était une dictature militaire. Donc l'armée était avec eux. Dans les institutions, il n'y a pas. Souvent, elles sont acquises au régime. Mais on a le peuple et c'est le peuple qui fait l'économie. N'est-ce pas? Si le peuple est suffisamment acquis à notre cause et que le peuple peut être utilisé pour saper l'économie, 2 piliers sur 3, la dictature tombe. C'est tout. Elle tombe. Donc comment on peut faire? Qui on peut mobiliser? J'entends souvent les gens qui disent il faut boycotter les produits français. Est-ce que ça aura un impact réel? Vous pensez que les produits là, c'est en Afrique chez nous qui se font beaucoup d'argent? Ils ne se font pas d'argent en nous vendant les yaourts. Hein. Ils se font de l'argent en puisant nos richesses. C'est en prélevant notre pétrole, notre manganèse, notre uranium qu'ils se font d'argent. Ils s'en font juste un peu en venant nous vendre pour lui. Donc quand on parle de l'économie, c'est pas tant la consommation, mais c'est les sources là où ils gagnent l'argent. Parce que s'ils n'ont plus d'argent, ils ne peuvent pas. S'ils n'ont plus d'argent, n'oublions pas qu'ils sont d'abord là pour l'argent. Et donc, on doit garder à l'esprit l'objectif principal d'une action et d'une autre violente est de retirer à l'adversaire les soutiens individuels qui assurent le fonctionnement des piliers de soutien. Là, vous avez les piliers. Vous voyez? Il y a la police et l'armée, la bureaucratie, le système éducatif, les religions organisées. Il y a la lutte, c'est ça. Tirer là. Qu'est-ce qu'on peut faire tomber? Parce qu'il faut comprendre que l'obéissance des individus, ou plus précisément leur consentement à se conformer aux ordres, permet le bon fonctionnement des piliers de soutien. Même lorsque le pouvoir économique d'un État est basé principalement sur une seule industrie ou ressources naturelles telles que le pétrole, y compris dans ces cas, la pyramide du pouvoir ne pourrait se maintenir sans ces milliers de personnes qui obéissent aux ordres. Donc les individus et la communauté, considérés comme un tout, ont donc toujours la capacité et le pouvoir de retirer leur soutien à un dirigeant quel qu'il soit et de ne plus se conformer à ses directives. C'est ça la stratégie qu'il faut mettre en œuvre. Comment y arriver? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc il faut mettre en place une stratégie globale. Dans la stratégie globale, il y a des stratégies, il y a les tactiques et il y a les méthodes. Et donc, dans la stratégie globale, par exemple, c'est comment on va réfléchir, comment allons-nous sortir victorieux de cette lutte. Donc, il faut on va réfléchir, on se dit peut-être qu'il faut mettre en place et développer un mouvement. Ça, j'ai pris un exemple où l'élection est un élément déclencheur, un peu comme en 2016. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On développe un mouvement avant l'élection, on engage une campagne négative pour l'adversaire, positive pour l'opposition et les participants aux élections, se préparer à une fraude électorale. C'est ça en dictature. Si on va à l'élection, on doit se préparer à la fraude. Quand ils trichent, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, ça doit être dans la stratégie globale, si vous choisissez d'y aller. Il y a les stratégies et principes généraux, donc on va choisir une ligne d'action principale. Par exemple, mobiliser la jeunesse, recruter en masse, s'allier avec les ONG, avec les partis d'opposition, communiquer à l'aide d'un symbole, garder l'avantage de l'offensive. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Maintenant, dans les tactiques, on choisit les actions qui peuvent tourner à notre avantage. Quelles sont les actions qui peuvent tourner à notre avantage dans cette stratégie globale? Il y a des actions publiques qui sont peu coûteuses, mais qui sont marquantes. Il y a par exemple le boycott des médias officiels dont se sert le régime pour sa propagande. Voilà, ça ce sont des petites actions. Donc il y a beaucoup de choses comme ça que l'on peut faire pour pouvoir arriver. Et donc, il faut planifier une campagne avant de commencer, mieux définir et analyser le cadre de la lutte pour commencer à acquérir les connaissances de base pour l'élaboration d'une stratégie non violente. Par exemple, comment créer un message? Quel message on véhicule? Moi, je vois beaucoup de personnes qui se disent résistants, opposants, qui véhiculent des messages favorables au pouvoir sans s'en rendre compte, en pensant faire la résistance. Je le disais au début, comme ceux qui disent oh, les Gabonais sont bêtes, les Gabonais sont ma boule, les Gabonais sont même pas capables d'agir. Vous servez le régime sans vous en rendre compte. Il faut pouvoir planifier les actions publiques. Comment planifier une action publique? Il faut comment diriger une campagne non violente. Donc il faut mettre en œuvre des techniques plus complexes de planification et de coordination.
et agir en cas de répression. Dans une planification, puisqu'on est en dictature, on sait qu'ils vont nous opposer de la violence. Donc cette violence ne doit pas nous surprendre. Mais nous devons la prévoir et l'intégrer dans notre stratégie. Comment on réagit en cas de répression? Comment s'adapter en fonction de la réponse inévitable de l'adversaire? Sa réponse sera violente. Comment on s'adapte? Comment on répond? Comment on contourne? Etc., etc. Et donc si on arrive à faire ça, on aura mis en place notre stratégie qu'on pourra déployer, que l'on soit ici, que l'on soit au Gabon, que l'on soit n'importe où. On aura réfléchi à quelque chose, on aura un plan directeur qui saura nous mener où on va. Et donc nos efforts ne vont pas nous fatiguer. Parce qu'on sait que ce qu'on fait aujourd'hui doit nous mener à telle étape. Évidemment, on fera des évaluations en chemin pour savoir si on a, où est-ce qu'on en est dans chacune des étapes qu'on aura définies dans notre lutte. Donc voilà, c'est ce que nous faisons dans les rencontres citoyennes. C'est la réflexion que nous essayons de mener. Par rapport à cette réflexion, il y a des choses qui sont déjà en train d'être faites. Comme on vous a montré tout à l'heure, des reportages, on a des choses, on travaille. Donc on va sûrement quelque part. Mais ce système ne peut pas continuer. On s'est levé et on restera debout jusqu'à ce que eux soient définitivement à terre. Et ça ne changera pas du tout. Et donc je voudrais remercier ceux qui nous suivent en direct, qui sont nombreux et qui observent. Donc c'est pour leur dire que vous pouvez aussi vous organiser dans les quartiers. De toute façon, il y a beaucoup qui me contactent sur WhatsApp et Facebook et tout ça. Donc, on partage déjà des idées, on partage des choses. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous organiser. Vous pouvez être le leader vous-même, qui organisez les jeunes de votre quartier, qui organisez les femmes de votre quartier pour pouvoir résister. N'oubliez pas, tant qu'on obéit, ils sont forts. La lutte non violente commence par la défiance de ce régime, refuser de lui obéir. Et c'est ça aussi le début de la résistance. Donc voilà, je vais arrêter là. S'il y a des questions, je vais y répondre. Ensuite, on va faire une pause. On a prévu une pause déjeuner. Nous sommes modestes, il y a des sandwichs. On va déjeuner au sandwich. Et tout à l'heure, en fin de journée, on aura un repas chaud. Donc voilà. Merci de votre attention.